et merci de votre fidélité. On a la chance de l'avoir sur le plateau. C'est notre députée Estelle Youssoufa. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, puis surtout de venir très souvent pour nous parler de votre travail parlementaire. Avec plaisir. Estelle, vous venez de rendre, parce que c'est logique et vous êtes sollicitée, votre avis sur le plan régional de santé. Et donc, quel est cet avis ? On n'est pas content. Je vais résumer, c'est original de ma part. Mais en fait, le plan régional de santé fixe pour les 5 prochaines années les orientations de l'Agence régionale de santé, donc les investissements de santé, le travail du CHM, le déploiement pour la santé à Mayotte. Depuis mon élection, parmi les tout premiers rendez-vous que j'ai pris, c'était avec Monsieur Brahik, le directeur de l'ARS, et je lui ai expliqué ce que j'estimais ne pas aller au niveau de la santé à Mayotte et qu'est-ce que j'estimais être les priorités au niveau de la santé à Mayotte. Nous avons fait plusieurs réunions qui visiblement n'ont servi strictement à rien. Et donc, M. Brahik a rendu son plan régional de santé qui, pour moi, ne convient pas du tout. Je m'explique. La première chose, c'est que ce plan régional de santé ne mentionne à aucun moment l'accès à la santé des étrangers, qui sont plus de la moitié de la patientèle à Mayotte. Ce plan de santé ne mentionne pas l'aide médicale d'État, c'est-à-dire le système pour que ces étrangers aient accès à la santé, mais que le coût de cette santé ne soit pas déduit du budget global du CHM, qui est une exception. Donc je ne vois pas bien comment on peut travailler sur la santé à Mayotte sans parler de la santé des étrangers, nommément, spécifiquement, et expliquer quelles sont les réponses qui vont être apportées à ce sujet. Il n'y a pas de réponse claire sur les évacuations sanitaires, qui sont un gros sujet. D'ailleurs, ce plan régional de santé s'appuie sur les évacuations sanitaires, c'est-à-dire une santé qui est délocalisée à La Réunion, alors que nous, Mahoraises et Mahorais, savons depuis le Covid que ce système ne peut pas fonctionner. S'il y a le moindre problème à La Réunion, Mayotte n'a plus de santé. Et ça s'est passé pendant le Covid. La Réunion a refusé, les patients de Mayotte ne pouvaient pas les accueillir parce qu'elle est saturée. Si d'aventure, il y a un cyclone à La Réunion, ou une catastrophe naturelle, ou encore une grosse épidémie, Mayotte sera le bec dans l'eau. Je rappelle qu'on était à Mayotte dans une situation de blocage pour les Evassan parce que notre piste longue est trop courte et qu'on ne pouvait pas affréter des gros avions, gros porteurs longue distance pour évacuer nos patients. Donc cette logique qui continue à perdurer au niveau de l'ARS de dire que notre santé à Mayotte dépend de celle de La Réunion, pour moi, n'est pas normale. De la même manière, il n'y a pas de réflexion sur comment on forme des médecins mahorais, comment on forme des soignants et des cadres, et pas seulement des aides-soignants, pas seulement des assistants pour les EHPAD, puisqu'on sait à Mayotte qu'on forme en prépa pour aller ensuite dans les centres de soins infirmiers, de formation au centre de soins infirmiers dans l'Hexagone, et que beaucoup de soignants mahorais ne rentrent pas à Mayotte parce qu'il y a d'énormes besoins dans l'Hexagone, et que donc on a besoin, nous, à Mayotte, de former les médecins de demain. Ça veut dire aider au centre universitaire de Dembéni à avoir les prépas adéquates, ce qui visiblement ne chemine pas au niveau de notre ARS. De la même manière, moi j'ai demandé à plusieurs reprises non seulement qu'il y ait un effort sur la santé mentale, la psychiatrie qui est complètement en déshérence, qui est confiée à Mlési, ce que je ne comprends pas. On ne donne pas à une compagnie, à une association la santé publique, ça me paraît complètement délirant. La deuxième chose, c'est la très forte prévalence des cancers à Mayotte qui sont inexpliqués. L'oncologie à Mayotte, c'est quasiment un service orphelin. Ce n'est pas possible de laisser ça comme ça de manière secondaire, que les patients du cancer à Mayotte doivent aller se soigner à La Réunion. Il faut une enquête pour expliquer pourquoi il y a autant de cancers à Mayotte. Donc on a besoin d'une enquête épidémiologique. Et la deuxième chose, c'est aussi l'infertilité. L'infertilité à Mayotte, les maladies qui concernent la santé féminine, reproductives, sont très importantes et ont explosé très récemment dans les familles mahoraises, chez les femmes. Et ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose dans ce qu'on mange ou dans notre environnement qui explique aussi notre état de santé. Moi, je rappelle que les 3/4 des morts à Mayotte sont inexpliquées. Il n'y a pas, par exemple, de médecine légale. Le médecin légiste, il est à La Réunion.
Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas la médecine légale à Mayotte? Pas seulement à cause de la violence qu'on subit et qui fait qu'on a besoin de plus en plus pour les enquêtes d'avoir un médecin légal et qu'on ne peut pas attendre qu'il arrive de la Réunion à chaque fois, mais aussi parce que cette médecine légale, elle permettrait d'expliquer les décès et donc de mieux préparer notre santé. Il y a aussi toute la question de la prévention et donc la santé, c'est pas simplement soigner, c'est aussi prévenir. Bien sûr. Et donc, toute la question de la prévention, avec la lutte contre les moustiques, qui amène la dengue, qui était couplée au Covid, je vous rappelle, pendant l'épidémie, qui était une épidémie de dengue, c'est ça. Et qui a été extrêmement mortelle, qui a eu des dégâts très importants. Et on sait que tous nos services de prévention à Mayotte sont en pleine déconfiture. Donc, il y a une logique aussi. Pour moi, un travail qui n'était ni fait ni à faire et qui n'était pas du tout l'emphase principale de ce PRS, qui est la lutte contre la natalité, que nous tous, Mahorais, demandons à corps et à cri. Accompagner la natalité comorienne à Mayotte, ça n'a pas de sens. On a besoin d'une campagne extrêmement vigoureuse de prévention de la natalité, de limitation des naissances. Moi, je ne peux pas, comme aucun des élus à Mayotte, passer notre temps à courir après la natalité comorienne. On ne peut pas continuer à dire oui, les Mahoraises, on nous a fait subir une campagne de limitation des naissances qui était extrêmement efficace, qui a fait que notre natalité a considérablement baissé. Et subitement, l'ARS, de plein exercice à Mayotte, ne sait pas faire de limitation des naissances pour les migrantes. Ça, c'est pas possible, c'est pas audible, parce qu'on va pas continuer à construire 1 à 2 classes par jour qui naissent au CHM. Donc voilà, il y a de nombreux sujets, mais on a envoyé notre copie. Et donc, du coup, cette copie, Estelle... Elle est envoyée au président de la République, au cabinet de la Première ministre, au ministre de la Santé, à l'ARS à Mayotte, évidemment, puisque les parlementaires sont consultés, pour dire, voilà, moi, je ne suis pas satisfaite de ce qui a été proposé, de ce qui est avancé par l'ARS de Mayotte, et c'est argumenté. C'est un long courrier, je le rendrai public, mais ça nous a pris des mois pour désosser la quelques grosses centaines de pages qui a été écrite par l'ARS à Mayotte. Mais pour moi, c'est pas possible. On peut pas aller vers une orientation qui ne répond pas à nos besoins, qui n'est pas assez ambitieuse et qui ne prend pas en compte la santé des Mahoraises et des Mahorais. Et vos remarques, vos propositions peuvent encore être intégrées dans le document. Autrement dit, la copie n'est pas encore définitive. Oh ben ça appartient à M. Braic de revoir sa copie. Mais en fait, c'est pas possible d'aller sur un plan quinquennal qui ne correspond pas aux attentes ni aux besoins de Mayotte. Si on va vers une détérioration au niveau de la planification, on n'aura aucune amélioration pour nous, patients Mahoraises et Mahorais. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à mettre la tête dans le sable et à aller dans la mauvaise direction. La planification, elle sert à aller mieux. Donc moi je veux croire, j'espère que M. Braic pourra entendre quand même les critiques et que, à défaut que ce soit lors des réunions qui visiblement n'ont servi à rien, ce sera par écrit avec l'intégralité de l'exécutif qui est mis en copie, évidemment, le ministre Darmanin. Mais pour moi, c'est extrêmement important. Alors, autre sujet, Estelle, la problématique de l'approvisionnement en gaz en petite terre. Donc, vous savez, ces bouteilles de gaz qui permettent à tout un chacun de cuisiner. En règle générale, c'est ça. Panique un peu en petite terre, difficile. Oui, j'ai été alertée par les commerçants et nos concitoyens de Petite Terre, puisque ça fait partie de ma circonscription. Bien sûr. Ça fait plusieurs semaines en fait qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Donc hier matin, j'ai appelé Somagaz et Total. Somagaz pour leur demander des explications et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des problèmes récurrents d'approvisionnement. Donc il y a des problèmes circonstanciels, mais sur le fond, il faut vraiment rationaliser cet approvisionnement pour la Petite Terre, parce qu'en fait, Somagaz m'a expliqué que le transport de matériel dangereux coûtait par rapport à la barge beaucoup plus cher qu'avant, ce qui explique le surcoût et aussi la diminution des rotations pour la distribution. Et j'ai demandé à Total aussi de reprendre l'approvisionnement en Petite Terre, ce qu'ils avaient arrêté depuis 3 ans. Pour les mêmes raisons, en fait. Pour les mêmes raisons, mais en fait pour que la Petite Terre ne soit pas dépendante que de Somagaz, pour qu'on puisse diversifier l'approvisionnement, avoir une régularité plus importante. Ça paraît des détails, mais en fait, c'est très important. C'est très important pour le quotidien. Et puis j'en ai aussi parlé avec
Tic Tac, qui est l'élu du conseil départemental qui est chargé du dossier de la STM, pour voir pourquoi est-ce que le transport de matériel dangereux le prix a été multiplié par 6 en quelques années, et ce qui fait que ça devient très cher pas seulement pour Somagaz ou pour Total, pour tous les commerçants, pour tous les opérateurs économiques. Desservir ou travailler en petite terre, ça coûte extrêmement cher, ça multiplie les coûts pour les consommateurs, les contribuables qui sont en petite terre. La continuité territoriale, normalement, c'est pas aux opérateurs économiques de la prendre totalement en charge. C'est pas non plus une réflexion qui semble avoir cheminé au niveau du conseil départemental, c'est l'Arlésienne, cette question de la barge. Et en fait, il faut vraiment trouver des solutions, parce que là, cette rareté de la bouteille de gaz, même si c'est normalement en train de se solutionner, c'est un exemple parmi tant d'autres des problèmes de transport entre les déchets, par exemple. Voilà. Et donc, à un moment, on ne peut pas avoir des produits qui sont déjà extrêmement chers en grande terre, avoir doublé quand ils arrivent en petite terre, c'est plus possible pour les foyers. Sachant que sur le gaz, les prix sont encadrés par la préfecture, donc ça rogne évidemment sur la marge jusqu'à générer des ventes à perte, ce qui est le cas chez Somagaz avec 1 euro. Ils ne sont jamais à perte, mais ils ont perdu de la marge. Ils ont perdu de la marge. 1,50 € par bouteille, voilà. Eux disent qu'ils vendent à perte. C'était pas ce qu'ils m'avaient expliqué, mais de toute façon, sur le fond, ils perdent 1,50 € puisqu'ils doivent rajouter sur le prix normal, puisque c'est le même prix petite terre ou grande terre. Alors, autre sujet, Estelle, que je voulais aborder, puisque c'est l'objet de votre venue cette semaine à Mayotte, vous travaillez sur un rapport parlementaire, parce qu'en réalité, des rapports parlementaires, vous en faites des tas. Je commets pas mal de rapports parlementaires, parce que, vous le savez comme moi, il y a très peu de données sur Mayotte. Et donc, c'est une des priorités de mon mandat, c'est de pouvoir faire les constats pour qu'on arrive à des solutions. Tant qu'on n'est pas d'accord sur les diagnostics, on n'arrivera pas à avancer sur les solutions. Donc pour moi, c'est vrai que ça paraît... je sais qu'ici, on a cette logique de se dire, on a marre des rapports, on veut des actions. Sauf que, par exemple, quand moi, je travaille sur ce rapport sur les frontières sud de l'Union européenne que j'ai remis il y a 10 jours, dans lequel j'obtiens les chiffres de l'ARS sur le nombre de patients étrangers au CHM, ça me permet d'alimenter ma lettre pour remettre en question le plan régional de santé. De la même manière, là, j'ai travaillé sur un rapport, je suis vice-présidente de la commission d'enquête sur la vie chère outre-mer. Une commission d'enquête a plus de pouvoir qu'une mission d'information. Et on est venu avec le président de cette commission, le député Vuilletet, et le rapporteur, le député Adjar. Nous sommes venus ce week-end pour aller voir ici la question principalement de l'eau. Il y a le coût de la vie, évidemment, qui est l'alimentaire en grande partie, mais il y a aussi, pour moi, la question de l'eau, qui explique une partie des coûts à Mayotte. C'est-à-dire qu'on a choisi des angles, et moi, compte tenu de l'urgence de la crise de l'eau, je voulais que ma commission d'enquête puisse travailler là-dessus. Donc on a pu avoir les services de l'État lundi matin en audition. À midi, on a pu voir la CCI et puis les jeunes agriculteurs. Et dans l'après-midi, on a rencontré les collectifs et les femmes leaders avec les syndicats. Et mardi matin, donc avant-hier, nous étions au port de Longoni, ainsi que dans l'usine de dessalement et dans un supermarché. Parce que je pense que pour nos collègues députés, les parlementaires, ils n'ont aucune idée des tarifs qu'on subit quand on passe à la caisse à Mayotte. Et Dieu sait qu'on passe à la caisse littéralement, on raque, on casque, on paye, et en fait, il faut le voir pour le croire. Parce qu'en fait, c'est tellement inimaginable que sur une île où il y a des coupures d'eau tous les jours, qu'on paye un pack d'eau actuellement, il est à 7 €, il peut monter jusqu'à 12, quand on n'a pas le choix de devoir en acheter, que le nombre de packs d'eau est limité à l'achat. 2 par personne. 2 ou 3, ça dépend des arrivages. En fait, moi, je suis en réunion à Paris et j'ai les ministères ou l'Élysée qui me maintiennent qu'il n'y a pas de limite à l'achat du pack d'eau. Donc là, ce sera écrit noir sur blanc sur un rapport parlementaire d'une commission d'enquête qui a constaté qu'effectivement, le prix du pack d'eau est bien plus cher que dans l'Hexagone, qu'il y a des questions structurelles, mais qu'il y a aussi des marges et qu'il faut s'attaquer, sortir des grandes promesses des uns et des autres et enfin agir, parce que sur le porte-monnaie des Mahoraises et des Mahorais, c'est pas tenable. C'est plus tenable. C'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est aussi une question de santé publique. Parce qu'on s'est penché spécifiquement sur la question
de l'alimentation en produits frais, en fruits et légumes, qui sont particulièrement chers à Mayotte, qui sont en sous-production en termes d'agriculture locale, mais qui sont en importation extrêmement difficile. Donc c'est la question de l'aérien, c'est la question de la piste longue, c'est la question du nombre des infrastructures qui sont routières, qui sont sous-équipées à Mayotte. Et en fait, j'ai trouvé que un de mes collègues a eu un mot très juste pour expliquer la situation à Mayotte. Il nous a dit, vous avez une crise structurelle qui est le manque d'infrastructures et vous avez une crise conjoncturelle qui est la sécheresse. Et c'est-à-dire que c'est la combinaison à Mayotte de ces deux facteurs qui font qu'on est dans une crise aiguë, à savoir les sujets conjoncturels qui sont sur la question de l'eau, le sous-investissement pour les retenues, le sous-investissement pour l'état du réseau, le sous-investissement pour les usines de désalinisation et cette conjoncture particulière de la sécheresse. Donc, avoir cette discussion avec des parlementaires qui viennent de l'extérieur permet de faire comprendre à la représentation nationale et à la classe politique nationale la situation pour qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. Mais évidemment, moi, mes collègues ont surtout noté et ont dit on n'a aucune idée de l'ampleur de la crise migratoire à Mayotte et de ce qu'elle pèse sur tous les axes de tous les angles du quotidien, donc que ce soit l'approvisionnement alimentaire, la consommation d'eau, l'occupation de l'espace, puisque en discutant avec les collectifs, ils ont très bien expliqué que la déforestation qui a lieu pour les bidonvilles, elle empêche la retenue de l'eau, elle empêche la réalimentation des nappes phréatiques, etc. Et donc le rechargement des rivières. Voilà. Et ça, en fait, c'est des choses que seulement en étant sur le terrain, on peut réaliser. Bien sûr, bien sûr. Ce rapport, on peut en attendre quoi? Et ce sera ma dernière question parce qu'on est déjà hyper en retard. Mais oui. Comment dire, ça doit être rendu à la mi-juillet. Et en fait, ça permettra d'avoir, certes, des recommandations, mais enfin, vraiment, une commission d'enquête, ça a beaucoup plus de poids que les missions d'information. Et puis, ça nous permettra, je pense, d'alimenter le SIOM et le travail pour le reste du mandat qui continue, puisqu'on a du pain sur la planche. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. Vous revenez bientôt? Inch'Allah. Allez, bonne journée, bon courage surtout. Vous aussi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.